Le cercle de craie. Écrit et raconté par les archives du crépuscule. Dans le 16e arrondissement de Paris, entre l'éclat feutré des boutiques de luxe et le silence ouaté des appartements bourgeois, un immeuble haussmannien, bien entretenu mais sans ostentation, se dressait tel un vaisseau figé dans le temps. Ses balcons de fer forgé accueillaient plus de géraniums que de regards, et ses murs épais étouffaient les cris comme les confidences. C'est le labyrinthe. Vous vous souvenez peut-être de cette femme en noir qui l'arpente de jour comme de nuit. Giulietta, la dame du labyrinthe. Je vous y emmène de nouveau ce soir pour y découvrir un personnage inattendu qui a bouleversé pour toujours le quotidien des habitants. Les ascenseurs en bois ciré, aux miroirs piqués de taches anciennes, montaient et descendaient lentement, comme si chaque étage représentait une époque à gravir. Là vivaient des familles respectables, l'élite discrète, des gens qui n'élevaient pas la voix, sauf peut-être pour réprimander un concierge ou exiger un remboursement. Ils se croisaient sans se voir, se saluaient sans sourire. Les rituels étaient tenus et le silence respecté. Tout allait bien, en apparence. Il ne s'était rien passé d'étrange depuis la mort de la vieille comtesse au 5e, en 2007. Une fin sans éclat, dans un bain tiède, des chandelles consumées jusqu'au bout de leur cire, un chat angora veillant le corps. Plus rien depuis ne vint déranger cette quiétude de façade. Jusqu'à ce qu'un homme s'installe dans le local à vélo. Il arriva un soir de novembre. La pluie crépitait sur la marquise d'entrée. Il portait un sac écrasé par les années, duquel dépassait le manche d'un parapluie cassé et une couverture de survie repliée comme une cape. Il avait cette démarche souple et flottante des gens qui n'appartiennent plus tout à fait au monde.
Il était maigre, mais pas frêle. Ses yeux gris brillaient d'une intelligence décalée. Et il avait sur le visage ce mélange de fatigue et de cynisme qu'on prête aux fous ou aux poètes. Il s'appelait Marco, du moins c'est ce qu'il disait. Ce nom lui allait bien, comme un manteau récupéré sur un fil à linge, un peu trop grand, mais chaud. Personne ne savait d'où il venait. Lui-même peut-être ne s'en souvenait pas vraiment. Certains soirs, alors que la lumière du couloir s'éteignait, faute de passage, il murmurait des noms à peine audibles, comme on caresse les pages d'un carnet brûlé. Anselme, Tirso, Lunel, Moira. On aurait dit qu'il tentait de se rappeler un rêve ou de maintenir vivantes des voix oubliées. Il passait des heures assis, jambes croisées, au centre d'un de ces cercles qu'il traçait à la craie. Il ne dormait presque pas, ou alors éveillé comme dans une sorte d'engourdissement immobile. Il regardait longuement les murs du local, comme s'ils avaient quelque chose à dire. Parfois, il parlait aux araignées. « Alix, va doucement. Le temps est lourd aujourd'hui. » Un jour, une jeune femme lui apporta une soupe. Elle ne dit rien. Elle posa la thermos près de lui et tourna les talons. Marco leva les yeux comme surpris. Puis il murmura simplement : « Vous avez rêvé d'un train cette nuit, un quai brumeux. Vous attendiez quelqu'un qui n'est jamais monté dans ce train. Pourtant, il viendra. » Elle ne répondit pas. La nuit suivante, elle ne verrouilla pas sa porte. Il écrivait dans son carnet avec des gestes précis, pas tant des mots qu'un langage d'entre les lignes. Les pages contenaient des séries de formes, de constellations recomposées, de phrases comme « Un immeuble est une mémoire debout. Chaque serrure attend sa question. Les silences ont des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs. Il ne cherchait pas la lumière, il se nourrissait de l'ombre, mais pas de celle que l'on fuit, plutôt celle que l'on cache par habitude, par crainte d'y trouver quelque chose de vrai. Un soir d'hiver, Marco rencontra la petite Sophie, descendue chercher son ballon échappé par une fenêtre. Elle le trouva assis
tenant dans la main un morceau de ficelle à clochette. « Vous êtes un magicien ? » ?»« Non, mais parfois la réalité oublie qu'elle est réelle. Alors il faut la lui rappeler. »« C'est quoi ça ?» Elle désigna le cercle. « C'est un endroit où les choses ne mentent pas. » Elle le fixa, puis s'assit juste à côté, sans gêne. « Moi aussi je fais des cercles dans ma chambre avec mes peluches. »« Alors tu es bien plus sage que la plupart des adultes, » dit Marco. Marco avait été un homme avant. Il avait eu une adresse, une compagne, un chien, une vie pleine de chiffres et de listes. Et puis un jour, tout s'était mis à glisser. Une question mal posée, une vision trop claire. Il s'était mis à entendre des choses dans les interstices du quotidien. Des voix pas menaçantes, mais pressantes. Il avait compris qu'il ne pouvait plus jouer le jeu, ou que le jeu, désormais, jouerait sans lui. Il était parti, pas fâché, juste déplacé. Depuis, il s'installait dans les replis. Il attendait, il écoutait, il semait. Marco n'était pas là pour troubler. Il était là pour activer, pour poser une question silencieuse à chacun. Et si ce que tu crois normal n'était qu'une forme de sommeil ? Madame de la Guérinière, une veuve glaciale du 4e étage, commença à griffonner des vers sur ses enveloppes de factures. Des poèmes tristes, d'une beauté crue. Elle en colla même un dans l'ascenseur, signé « Anonyme ». Elle nia en être l'auteur. Mais ses yeux, pourtant, brillaient un peu plus que d'habitude. Monsieur Kramer, cardiologue réputé du 2e étage, développa une angoisse irrationnelle devant ses propres prescriptions. Impossible pour lui d'écrire un nom de médicament sans trembler. Il finit par se mettre en congé, évoquant une surcharge mentale. On le vit plusieurs fois marcher lentement dans le couloir, les bras ballants, regardant les moulures du plafond, comme s'il tentait d'y décrypter quelque chose. Les enfants du 129, autrefois arrogants et cruels, se mirent à parler aux plantes du hall.
Il donnait des noms aux ficus. Gertrude, Milou, Mademoiselle Chlorophylle. La petite Sophie déclara un jour avoir vu des écureuils dans l'escalier. Sa mère rit d'abord. Puis une nuit, elle déposa une pomme sur la 3e marche. On ne sait jamais, on ne sait jamais, sait jamais, on ne sait jamais, sait jamais, sait jamais. Marco, lui, ne demandait rien. Il saluait d'un hochement de tête ceux qui osaient le regarder. Parfois, il offrait une devinette. Il écrivait sur les boîtes aux lettres des symboles, des cercles, des phrases comme « Ce que tu caches te voit » et « Si ton portefeuille disparaissait 1 heure par jour ». Ce n'est pas une serrure, non, 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 c'est une frontière. Un jour, un habitant, sans doute le vieux Dufresne du 3e, nettoya les signes. Il effaça tout. Le lendemain, le hall fut couvert de plumes grises. Une neige de pigeons, mais sans oiseaux. Pas une goutte de sang, pas de traces. Les habitants parlèrent d'une blague sordide. Le concierge accusa un livreur. Marco haussa les épaules. « Ce n'est pas une punition, murmura-t-il à une dame qui l'évitait. C'est une conversation. » Un soir de mars, l'assemblée des copropriétaires fut convoquée. La salle du rez-de-chaussée sentait le cuir et la colère. Le ton était solennel, les visages tirés. On parla de sécurité, de risque d'image pour le quartier. On évoqua une pétition. On fit semblant de compatir à sa situation. Et puis on vota. L'expulsion fut approuvée à l'unanimité. Le lendemain, Marco avait disparu. Le local à vélo était vide. Il ne restait qu'un cercle de craie et, posée au centre, une pièce en or, fausse, en plastique. Mais dessus, gravé avec soin, le mot « choix ». Le calme revint, superficiellement. Les portes claquaient un peu plus fort. L'ascenseur tombait en panne plus souvent, sans raison. On avait l'impression qu'il écoutait, qu'il retenait quelque chose. Les enfants faisaient des dessins qu'on ne comprenait pas. Des spirales, des visages avec un 3e œil,
des lettres inversées. Un nouveau locataire partit après 3 semaines, évoquant des chuchotements dans la cage d'escalier. Un autre devint somnambule. Il fut retrouvé une nuit dans la cave, assis sur une chaise face au mur, les mains ligotées. Certains pensaient que Marco était un fou, d'autres un génie. Une poignée de résidents la nuit glissait une feuille blanche dans leur boîte aux lettres, au cas où un présage viendrait s'y déposer. Et parfois, ce présage se matérialisait. Un mot, un dessin, un nombre. L'ensorceleur du 16e arrondissement avait quitté les lieux. Mais son souffle hante encore l'entrebâillement de la réalité. Comme un cercle de craie qu'on aurait tenté d'effacer, mais dont la poussière obstinée refusait de partir définitivement.